travailler avec des acteurs de terrain. Donc des entreprises leaders dans leur domaine comme Renault et Engie, une école de formation Simplon, des startups, Neodia ou Fab Workplace, les Experia dont Aude et Flora, et on a également fait participer des associations, notamment des associations de la Fondation Femmes et Numérique, dont on fait partie d'ailleurs, et également des associations plus scientifiques comme Femmes et Maths, Femmes et Ingénieurs. Le deuxième objectif, c'est de donner un panorama global le plus complet possible de toutes les actions qu'on peut déployer. Et donc, on a rassemblé l'ensemble de ces actions en 3 ensembles. Un premier ensemble d'actions plutôt techniques, car on sait qu'on peut agir dès maintenant sur les différents systèmes d'IA existants en agissant sur les données et sur les algorithmes. Donc, nos actions poussent à développer des bases de données égalitaires et à concevoir et développer des algorithmes égalitaires. Mais changer la technique, ça ne suffit pas. Il faut la volonté. Et la volonté, eh bien, pour cela, il faut changer les comportements et les mentalités. D'où 2 ensembles d'actions de nature, d'une part, éthique et de nature humaine, d'autre part. De nature éthique, pourquoi? Parce qu'il faut mettre un environnement éthique qui va rassurer, qui va redonner ou donner confiance à l'usage de ces nouvelles technologies. Et ça passe, j'allais dire, depuis la définition d'une IA éthique, responsable, égalitaire, jusqu'à la mise en place de procédures, de normes, de labels, et également dans les instances de gouvernance et de régulation, la mise en place de la parité femmes-hommes. Les actions de nature humaine sont de former, d'informer, d'éduquer à la double culture et du numérique et de l'égalité femmes-hommes. Il faut infuser cette double culture depuis l'éducation dans les écoles, dans les orientations professionnelles, dans la formation dans les entreprises privées, publiques qui produisent du numérique, qui utilisent l'IA et le numérique, à tous les niveaux, au niveau managérial, au niveau des différents prescripteurs que sont les RH, le marketing, etc. En fait, tous les utilisateurs de l'IA. Et ça passe aussi par des actions de promotion et de valorisation des femmes afin de les inciter à rester dans le monde du numérique, car on s'aperçoit qu'il y a plus de 45% en fait, qui n'y restent pas. Et dernier volet de ce pacte, qui constitue en fait un dernier chapitre, c'est la mobilisation générale de toutes les parties prenantes. On ne peut pas atteindre cet objectif d'IA responsable, éthique et égalitaire si l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de l'IA ne se mobilisent pas et ne mettent pas en place des actions dans leur propre périmètre d'action, dans leur propre périmètre de responsabilité. Et ça veut dire que ce pacte s'adresse à tous les dirigeants, tous les managers d'entreprises publiques, privées, aux organismes de recherche, de formation, aux écoles, aux universités, aux entreprises globalement, aux responsables politiques également, aux médias qui peuvent avoir une influence sur le grand public et aussi les associations. Donc ce pacte est vraiment pour nous un enjeu de prise de conscience généralisée. Donc on va rentrer maintenant dans le débat. On a eu le soutien et on a le soutien de Cédric O, secrétaire d'État chargé du numérique, qui a été intervenu dans la conférence de la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous avons le soutien également de Marlène Schiappa, secrétaire d'État sur les inégalités. Et avant de donner la parole à Aude et Hélène, qui vont vous donner leur point de vue, vous faire partager leur expérience, leurs travaux sur cette IA égalitaire, je vous propose d'écouter Marlène Schiappa. Toutes, et je l'espère aussi bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous adresser cette vidéo à la proposition d'Olga Kroscianski afin de soutenir le pacte pour une intelligence artificielle égalitaire entre les femmes et les hommes, pacte pas sans elle lancé par le laboratoire de l'égalité. Je voudrais d'abord saluer cette initiative qui réunit des organisations, entreprises, associations engagées pour véritablement changer les choses dans ce secteur. L'intelligence artificielle et le monde de la tech plus généralement se conjuguent aujourd'hui essentiellement au masculin, avec seulement 12% de femmes.
C'est un secteur traditionnellement investi par des hommes, du fait de la non-mixité des métiers, mais aussi du sexisme et des stéréotypes toujours ancrés, avec cette répartition hommes dans la tech, femmes dans le care. Il y a un enjeu sociétal, mais aussi un enjeu économique. Nous vivons depuis quelques années une crise de l'orientation des jeunes filles dans les filières d'avenir, et notamment du numérique. C'est ce que montrent très bien les études de GenderScan. Si les femmes sont moins formées, ça veut dire que tout un pan de l'économie, les secteurs majoritairement investis par les femmes, santé, sanitaire et sociale, services à la personne, tous ces secteurs passeront à côté de la transformation digitale. Les femmes ne peuvent pas être absentes d'un secteur en plein essor et nous devons travailler à l'orientation des jeunes filles vers ces filières. C'est pourquoi nous y travaillons avec Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, et avec Frédérique Vidal, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous avons reçu les résultats d'une mission que j'ai confiée à Chiara Corazza, directrice du Women's Forum, sur l'orientation des jeunes filles dans les métiers d'avenir, dont la tech et l'intelligence artificielle, dans lesquelles elles sont particulièrement sous-représentées. Les femmes représentent 52% de l'humanité. Comment croire que le monde de demain sera construit pour elles, mais sans elles, si elles ne font pas partie de celles et ceux qui conçoivent les algorithmes? Si elles ne sont que 22% à occuper les fonctions d'experts et de conception dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le monde de demain, il doit se construire non seulement pour les femmes, mais surtout avec les femmes. Je vous exprime donc mon plein soutien pour ce pacte Pas sans elles, et je vous souhaite d'excellents débats autour d'expertes de l'intelligence artificielle, d'entrepreneuses engagées pour l'égalité femmes-hommes et pour que les femmes prennent toute leur part dans le monde de demain dès aujourd'hui et que le numérique se conjugue aussi au féminin. Donc, Aude, je te propose d'ouvrir le débat et donc de rappeler un peu les travaux que vous avez menés avec Flora, vos propositions et votre, j'allais dire, partage d'expérience dans ce domaine de l'IA égalitaire. Bonjour tout le monde, je m'appelle Aude Bernem. Il y a un an, on a coécrit un ouvrage avec Flora Vincent qui s'appelle L'intelligence artificielle pas sans elle, qui s'intéressait à ces questions. Et donc, j'aime toujours un peu préciser d'où vient le fait que je sois là. Donc, en fait, moi, je suis scientifique, je ne travaille pas au quotidien, je ne suis pas chercheuse en intelligence artificielle. Donc, ça, je veux juste le préciser dès le départ. Donc, le côté experte en IA, c'est sûr, on va dire que je me suis intéressée à une partie particulière de ces sujets-là. Donc, moi, je suis généticienne, microbiologiste. En ce moment, je travaille en postdoctorat dans l'Institut Weizmann. Et en fait, avec Flora Vincent, depuis 7-8 ans, on s'intéresse aux interactions entre la science et les questions d'égalité, et notamment aux questions, bien sûr, de présence de femmes dans les métiers scientifiques, mais aussi de l'impact que peut avoir le fait de ne pas prendre en compte les variables de sexe et de genre dans la recherche scientifique. Donc, que ce soit pour comprendre comment on va designer des ceintures de sécurité ou l'impact de médicaments différentiels sur des hommes ou des femmes, ou l'intelligence artificielle. Et donc, on a travaillé beaucoup, on va dire, dans le cadre d'une association qu'on a fondée qui s'appelle Wax Science. À travers cette association, on s'est notamment intéressé à toutes ces questions d'impact de l'égalité sur des sujets assez technologiques, ce qui nous a amené à nous intéresser à l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'on a écrit au final un livre où on a essayé de voir quels pouvaient être tous les liens entre ces deux sujets. Donc, bien sûr, ceux de l'absence de femmes et un peu d'où ça venait, mais aussi d'essayer de comprendre, déjà d'un peu mettre en avant le fait que les algorithmes sont biaisés, les algorithmes peuvent être sexistes ou avoir des conséquences sexistes. Et ce qu'on a essayé de faire dans ce livre, c'est de comprendre pourquoi, d'où venaient les mécanismes, comment ça marchait, comment on arrivait à des résultats tels qu'ils étaient, et potentiellement quels étaient un certain nombre de solutions. Donc voilà, et à partir de là, on a pu aller discuter avec pas mal de personnes qui travaillent là-dessus. Et du coup, c'est un peu pour cette raison que je suis là aujourd'hui. Voilà. C'est à moi, Muriel, c'est ça? Bonjour à toutes et à tous. Je suis, quant à moi, une entrepreneure du digital. J'ai dirigé Sarenza pendant 12 ans,
je développe maintenant Fab Workplace, une entreprise qui s'occupe du confort des salariés à leur bureau, afin qu'ils aient plus de plaisir à venir le matin. Autant dire que ce n'est pas une activité facile en ce moment. Je suis également très engagée sur l'égalité professionnelle depuis de nombreuses années. Et donc, j'ai participé au groupe de travail sur le pacte à 3 titres. D'abord en tant qu'entrepreneur du digital, en tant qu'actrice de l'égalité professionnelle également, et puis en tant que chef d'entreprise. Donc, en tant qu'entrepreneur du digital, j'ai besoin d'équipes diverses pour plus de créativité et plus d'intelligence collective. Des tonnes d'études partout dans le monde expliquent que l'intelligence collective fonctionne mieux avec la diversité. J'ai aussi besoin de talent, et on en manque cruellement dans le digital et dans le numérique au sens large, dans les data en particulier, car les femmes et les jeunes filles ne choisissent pas ces métiers. Et c'est complètement incompréhensible d'un point de vue rationnel quand on sait que ce sont des emplois intéressants, bien payés, qui ont un besoin très important sur le marché. J'ai d'ailleurs, à titre personnel, pour mieux comprendre ce sujet, c'est vous dire que je suis impliquée, j'ai plongé en faisant une école de code, un bootcamp de 3 mois l'été dernier, pour mieux comprendre ce métier et pourquoi il paraissait réservé aux hommes. Et ma conclusion, c'est que les métiers du code, de la data, en particulier, sont absolument passionnants, créatifs et pas du tout réservés aux hommes, alors qu'effectivement, dans les formations, on a 90% d'hommes et 10% de femmes. Et du coup, ensuite, dans les entreprises, il y a un phénomène qui est assez terrible, puisque quand il y a moins de 20-30% de femmes dans une équipe, on constate que les femmes ont tendance à partir parce qu'elles sont en minorité. Il y a des comportements qui s'installent avec lesquels elles ne sont pas confortables, et donc leur nombre a encore tendance à baisser au fur et à mesure des années. Donc c'est assez terrible. Et en tant qu'entrepreneur du digital, bien entendu, je ne veux pas reproduire de biais sexistes à travers des algorithmes et des données. Donc, évidemment, en matière RH, puisque si on s'appuie sur le passé, et c'est vrai que quand on utilise quotidiennement des données en entreprise, et puis qu'on a travaillé sur des algorithmes, on comprend extrêmement bien que finalement, ça ne fait que reproduire, les algorithmes ne font que reproduire le passé. Et si le passé est sexiste, la reproduction est forcément sexiste. Donc, il faut travailler, il faut avoir un comportement actif pour réussir à sortir de cet engrenage qui nous enferme. Cet engrenage qui nous enferme, on le ressent tous quand, sur les réseaux sociaux, on est embarqué dans un flux d'informations qui correspondent à ce qu'on a déjà regardé, par exemple. Mais l'ensemble des algorithmes réagissent de cette façon-là, c'est-à-dire que ça s'appuie sur le passé. Et le passé était sexiste, il faut construire un futur différent. Donc ça, c'est mon côté entrepreneur du digital. En tant qu'actrice de l'égalité professionnelle, j'ai constaté que la formation aux biais et aux stéréotypes de genre de l'ensemble des salariés, je dis bien de l'ensemble, c'est la méthode la plus efficace pour avancer significativement et rapidement sur l'égalité professionnelle. Parce que la plupart des personnes ont simplement besoin de prendre conscience des problèmes pour ne pas les reproduire. Là, il y a très peu d'intentions sexistes en réalité. En revanche, il y a très peu de prise de conscience aussi. On pense qu'on est à l'abri parce qu'on sait bien que les femmes et les hommes sont égaux. La réalité est très très différente. On est tous le produit d'une éducation et d'une culture. Et moi y compris, j'en reproduis sans le savoir. Et donc, on a besoin d'être formé à la non-reproduction de stéréotypes. Et c'est extrêmement efficace.
Et donc, ça m'amène à ma troisième casquette, qui est celle de ma casquette de chef d'entreprise. Je suis très attentive au pragmatisme en tant que chef d'entreprise, enfin de PME en particulier, sans moyens considérables, et donc à la proposition de solutions qui sont réellement applicables dans les entreprises sans coût excessif. Donc, c'était aussi une de mes casquettes dans ce groupe de travail. Merci Hélène. Alors justement, comme tu parlais, il y a une question, là je suis en train de lire la colonne des questions. Il y a une question sur les métiers dans la data. Donc, quand vous dites data, quels sont les noms des métiers y afférents? Donc, data scientist, mais y a-t-il d'autres métiers afférents à ces data? Alors, data scientist, c'est en général, on met dans ce terme-là les personnes qui conçoivent les algorithmes. Donc, eux, c'est vraiment effectivement des personnes qu'il faut absolument former à la prise de conscience parce que c'est eux qui vont travailler sur les algorithmes pour les rendre les plus efficaces possibles. Mais les métiers de la data, il y en a d'autres. Il y a les gestionnaires de bases de données en particulier. Et puis les data analysts, ceux qui analysent les données. À Aude peut-être. Je pense que ça peut aller même encore plus loin. Il y a des nouveaux métiers, par exemple, autour du data design, pour essayer de comment on va pouvoir rendre compte au final de qu'est-ce que ça représente en fait ces données-là. Moi, je pense que par exemple, avec c'est des métiers, on a vu leur importance avec la crise du Covid, où tout d'un coup, il y a plein de données, on ne sait pas comment faire, il y a des graphes partout, et comment on arrive à faire que tout cet amas de données veulent dire quelque chose et soit compréhensible par quelqu'un qui ne connaisse pas. Voilà. Donc, les métiers autour des données, pour moi, sont en train de se développer à toute vitesse et presque dans chaque type de compétences et d'expertise, en fait, peut ensuite être utilisé autour des données. Donc, il y a aussi beaucoup de startups qui vont maintenant, oui, en effet, faire de l'analyse de ces données-là, mais dans une vision très précise pour aller chercher des choses particulières. Il y en a qui vont aussi aller, bon, ça paraît pas très glamour, mais il y a des gens qui vont aller essayer de récupérer des données aussi. Donc ça peut être aussi tout un travail d'essayer de savoir comment on récupère les données personnelles des gens. Mais donc ce que je veux dire, c'est que de plus en plus, on voit des nouveaux métiers apparaître autour des données et des gens qui ne penseraient pas forcément que ça les amènerait là, comme des formations de design, de graphisme, on peut se retrouver au final à travailler autour de ces questions. D'où aussi le sujet de l'orientation des jeunes filles dans les écoles vers ces nouveaux métiers. Alors bien évidemment, Aude, tu disais que c'est en train d'apparaître suite à cette crise sanitaire, mais aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a très peu de connaissances de tous les métiers du numérique. On parle beaucoup du codage, mais il n'y a pas que le codage et on ne présente pas assez dans les écoles, que ce soit au collège, au lycée, pour l'orientation ensuite dans les classes préparatoires ou dans les universités, l'ensemble de ces métiers. Et ça, c'est un peu un défaut. Et par ailleurs, on s'aperçoit, et on le dit dans le pacte, on a ce qu'on appelle une hyper-précarisation dans des métiers connexes à l'IA, qui consiste à nettoyer, entre guillemets, les bases de données pour vérifier les images, les datas, etc. Mais ces métiers qui sont peu valorisés, qui sont un peu, comme on dit, du back-office, aujourd'hui sont confiés majoritairement à des femmes. Donc là aussi, il va falloir contrôler que la plupart des femmes ne se retrouvent pas dans ces métiers à moindre valeur ajoutée. Une question, en tout cas une remarque aussi, puisqu'on parlait de l'orientation des jeunes filles dans ces filières scientifiques et numériques. Alors juste un commentaire qui est fait par Isa. Certaines classes préparatoires scientifiques, dont Sainte-Geneviève, donc Sainte-Geneviève, grande classe préparatoire très connue notamment dans le monde parisien, limite aujourd'hui encore le nombre de filles à moins de 30%. Et donc, ça signifie que dans 5 ans, ce seront encore 70% d'hommes qui occuperont les postes, les plus hauts postes et décideront. Et aujourd'hui, on a eu encore des chiffres, notamment au travers des enquêtes de Gender Scan, qui montrent, par exemple, qu'en première, on a 17% de filles qui ont choisi l'option en première
qui ont choisi l'option scientifique et informatique. Donc, les chiffres sont plutôt plus mauvais. Enfin, c'était un constat en 2019 par rapport à l'étude d'il y a 5 ans. Je peux juste rajouter quelque chose. Je pense que c'est encore plus déprimant que de 5 ans, les gens qui occuperont les hauts postes. Ça veut dire que dans 5 ans, les gens qui feront la recherche qui sera utile pour dans 30 ans ou dans 20 ans seront encore là. Donc, à mon avis, ce qui ne se passe pas, enfin, là, on a un déséquilibre aujourd'hui. C'est même pas que dans 5 ans, ça influence pour les 30 prochaines années parce que les produits qui sont en train d'être imaginés aujourd'hui, il y en a qui ne seront pas disponibles avant 10, 15, 20 ans. Enfin, voilà. Donc, c'est encore plus déprimant que ce que dit Isa. Oui, c'est pour ça que ce que je disais, et on le retrouve dans le pacte, toutes ces actions de nature humaine par rapport aux actions techniques et éthiques, ce sont des actions de fond et qui, hélas, vont avoir des résultats à moyen et long terme. Et donc, il faut sans arrêt réitérer. Mais par contre, on peut quand même agir en parallèle déjà sur les dérives potentielles de l'IA en termes de discrimination. Une question, l'IA est très utilisée dans les processus de recrutement. Comment peut-on s'assurer que les algos dans la RH ne sont pas remplis de tous les biais de recrutement vis-à-vis des femmes et autres? Aude, je te laisse répondre, Hélène. Je peux commencer et peut-être que On complétera. Compléter. Je pense que déjà, la meilleure barrière, c'est d'avoir les personnes qui sont en charge des processus de recrutement qui soient sensibilisées au fait que leurs algorithmes peuvent ne pas fonctionner de façon correcte et peuvent être au final discriminatoires dans un sens. C'est-à-dire ne pas avoir une confiance aveugle dans les résultats que vont sortir les algorithmes. Ça, c'est un garde-fou pour moi qui est essentiel. Ensuite, si on veut s'intéresser à comment on peut produire, moi je pense qu'il est possible de façon technique d'essayer dans ces algorithmes de les coder en ayant en tête qu'il faut qu'ils soient égalitaires. Et ce n'est pas une question si évidente que ça en termes techniques parce qu'elle peut passer en fonction du type d'algorithme qui est utilisé, qui peuvent être assez divers. Il y a une question assez délicate qui est que souvent dans les CV, même s'il n'y a pas marqué que c'est un homme ou une femme, on peut deviner que c'est un CV d'homme ou un CV de femme. C'est les questions qu'on appelle de réassignement de genre. Donc, quand on a un CV, même s'il n'y a à aucun moment marqué le mot homme ou femme, en fonction des activités, souvent, en fait, on va être capable de dire ce qui se passe. Et c'est d'ailleurs ce qui s'était passé dans une étude qui a été pas mal médiatisée où en fait Amazon avait essayé un programme de recrutement en utilisant des algos sur des postes techniques et il s'était trouvé que les postes techniques en question chez Amazon historiquement avaient été occupés à 83% de temps par des hommes et même si le logiciel en question ne leur avait pas dit choisissez des hommes, il y avait de facto une espèce de réassignation du genre qui avait été faite sur les CV et des CV d'hommes qui étaient choisis préférentiellement. Donc, ce n'est pas évident. Après, ce qu'on peut se dire, c'est qu'en fonction du type d'algorithme, on peut quand même à la fin dire je veux absolument avoir autant de CV d'hommes que de CV de femmes. Ça peut être quelque chose qu'on peut mettre a posteriori. Ou essayer d'entraîner les algorithmes sur des bases de données de CV où il y en aura autant de CV d'hommes que de CV de femmes. Et de dire que tout ça, c'est des CV qui peuvent être intéressants. Donc, il y a des solutions techniques qui peuvent être implémentées on va dire, à différentes étapes du développement. Il y a aussi comment on va encoder et penser de ce qu'on veut de l'algorithme. Et à ces différentes étapes, on peut aussi essayer de conduire des tests. C'est-à-dire qu'on peut demander d'avoir des audits, de se dire, à chaque étape de mon algorithme, je vais vérifier que je n'ai pas un biais. Donc, je vais soumettre des CV d'hommes, des CV de femmes et voir ce que ça donne. Et en ayant, on va dire, un peu tous ces garde-fous pendant tout le processus, moi, je pense qu'on peut vraiment arriver à avoir des algorithmes qui sont plus égalitaires et presque même, si on a tous ces garde-fous, on pourrait même essayer de pousser vers, par exemple, des postes où on a du mal à recruter, par exemple, dans l'IA, des femmes, il y a des entreprises qui se sont développées pour aller aller sourcer sur Internet, donc aller prendre un algorithme qui va se balader sur Internet, sur LinkedIn, sur ce genre de choses, pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui aurait le profil, qui serait une femme, mais qui n'aurait pas postulé.
Donc, il y a, on va dire, vraiment tout est possible. Mais qui rebondit un peu sur ce que disait Hélène, l'élément clé, c'est la prise de conscience. Une fois qu'il y a une prise de conscience et qu'il y a une volonté que ce soit une priorité, ensuite, les solutions techniques peuvent être déclinées. Oui, il y a une question qui disait comment est-ce que je peux contribuer. Le pacte, en fait, apporte un certain nombre de solutions. Et donc, la première chose, c'est au niveau de son entreprise, de son organisation, de son lycée, parce qu'il y a beaucoup de questions sur l'éducation. On peut contribuer en faisant tout simplement adopter le pacte par l'organisation, l'entreprise, le service, l'équipe, et ensuite en demandant des formations sur cette prise de conscience aux stéréotypes. Parce que les algorithmes, il y en a un certain nombre qui vont rester imparfaits. Les bases de données, il y en a plein qui vont rester imparfaites pendant longtemps. Donc, l'idée, c'est de corriger au fur et à mesure, mais ça ne va pas être le cas dans un claquement de doigts. Donc, l'idée, c'est de vraiment comprendre l'enjeu et la façon dont ça se passe, de comprendre ce que c'est qu'un jeu de données, de comprendre ce que c'est qu'un algorithme, et puis, du coup, de scruter les résultats en se disant est-ce que ces résultats sont égalitaires ou pas. Et en fonction de la réponse à cette question, eh bien, on met en place des actions correctives. Donc, quelquefois, on peut aller corriger les données, quelquefois, on peut aller corriger les algorithmes. Et puis, quelquefois, dans les résultats, on fait ce qu'on appelle de la discrimination positive de façon à aller ressourcer, par exemple, des CV de femmes quand on manque de femmes sur un poste. Sachant que ça reste, pour avoir beaucoup essayé de recruter des femmes dans les métiers techniques, ça reste complexe parce que, on a beaucoup de choses à faire effectivement dans les collèges, dans les lycées en France pour changer mais pas seulement dans les collèges et les lycées, aussi dans la société en général, pour changer cette vue des chiffres, des datas, parce que oui, les datas, c'est quand même c'est des chiffres, et c'est des raisonnements mathématiques, de façon à ce que les jeunes filles se disent que c'est fait pour elles. Il n'y a pas du tout le même problème dans d'autres pays. C'est assez curieux parce que les pays occidentaux, de manière générale, ont un énorme déficit de femmes dans les professions numériques et scientifiques, mais ce n'est pas forcément le cas dans d'autres cultures. Notamment en Asie, par exemple. En Asie, oui. En Orient aussi. En Orient également. Et c'était justement une des questions sur avons-nous des statistiques concernant les autres pays du nombre de filles en informatique. Et donc, effectivement, en Europe, les chiffres ne sont pas très bons par rapport à tous ces pays, plutôt Asie et Orient. Une autre question. Ah oui, excusez-moi. Oui, j'ajoute vraiment sur cet aspect culturel. J'ai une nièce qui est en seconde informatique, donc elle a 15 ans et elle est seule fille avec 27 garçons. Elle a commencé l'année pleine d'enthousiasme et en fait, au deuxième trimestre, elle ne voulait plus y aller. Avec des maux de ventre épouvantables. C'est terrible en fait, parce que, vous voyez, tant qu'il n'y a pas suffisamment… Alors, c'est pas forcément le fait qu'elle était l'unique fille, mais à 15 ans, imaginez, vous retrouvez la seule fille avec 27 garçons dans une classe, c'est pas facile, c'est pas facile. Et ça, c'est une réalité concrète. C'est comment est-ce qu'on fait pour que, elle reste, et puis ensuite, il y en ait 2, 3, 4, qu'elle soit soutenue et qu'elle se sente moins seule et qu'elle se sente du coup à sa place. Parce que si elle se sent seule, elle ne se sent pas forcément ni en sécurité, ni à sa place, ni légitime. Et donc, c'est pas un cercle vertueux. Là-dessus, il y a une très belle initiative qui avait été faite à Epitech d'une association qui s'appelle Emma, et qui justement avait pour objectif de réunir les étudiantes femmes d'Epitech, et pas que elles, c'est de réunir tous les étudiants d'Epitech. D'ailleurs, c'était une association féministe, mais moitié garçon, moitié fille, quoi. Et c'était vraiment très efficace de rien commencer et pouvoir en parler.
Et récemment, je discutais aussi avec Sophie Vigier, qui dirige 42, et qui disait qu'elle, quand elle avait des étudiantes, etc., elle passait vraiment du temps à juste pouvoir parler avec elles pour pas qu'elles se sentent en effet trop seules, même si elles étaient moins nombreuses, quoi. Et elle organisait des espèces de cafés où justement elles pouvaient échanger et se sentir soutenues, quoi. Parce que sinon, c'est vraiment très compliqué. C'est ce que nous proposons également dans le pacte, hein, et on y a travaillé aussi avec Hélène Boulet-Suppot, c'est comment retenir les filles et comment les insister à rester en créant un climat général, c'est-à-dire lutter contre le sexisme, j'allais dire ordinaire, c'est avoir, comme vous disiez Aude, la mise en place de réunions, d'un référent sur l'égalité femmes-hommes, d'avoir des contacts en interne dans l'entreprise où vous puissiez vous exprimer et faire en sorte qu'il y ait ensuite des actions mises en place au niveau managérial, en fait. Donc, il y a des moyens, mais c'est pas toujours fait dans un certain nombre d'entreprises. Une question, alors ça tourne, il y a des questions au niveau du contrôle. Quel recours a-t-on si on se rend compte qu'un algorithme est sexiste? Voilà, donc ça c'est une question dans l'entreprise. Et alors, on parlait tout à l'heure de cadre éthique, d'environnement éthique. Là aussi, il y a un certain nombre de réflexions qui sont déjà engagées sur ce qu'est une IA responsable et éthique, quel type de procédure d'explicabilité et d'auditabilité on peut mettre en place. Ensuite, c'est pouvoir, comme disait Hélène Boulet-Suppot, analyser les résultats et faire peut-être a fortiori et a posteriori de la discrimination positive. En fait, tout converge aujourd'hui sur ces réflexions éthiques pour mettre en place un cadre de contrôle et également des propositions de labels. Plus que l'aspect, j'allais dire, législatif, c'est déjà d'intégrer des labels d'une IA non discriminatoire dans le cadre, par exemple, de choix de prestataires du numérique, dans le cadre de grands projets, dans le cadre d'appels d'offres, et d'avoir ces labels. Et il y a déjà un certain nombre d'initiatives dans ce cadre-là pour définir un label IA, label de base de données ou label d'algorithme égalitaire. Voilà. Aude et Hélène, vous avez d'autres points sur les contrôles qu'on peut mettre en place justement pour vérifier ces dérives discriminatoires? Je pense que tout d'abord, c'est très bien quand on se rend compte d'essayer de le faire remonter. Et ensuite, ça paraît tout bête, mais il y a encore une fois, si on parle de prise de conscience, dans beaucoup de cas, les gens qui développent des algorithmes, ce n'est pas leur but qu'ils soient discriminatoires. Donc, il y a peut-être simplement le fait qu'ils n'ont pas été testés sur les bonnes personnes ou au bon moment. Et donc, ça, c'est juste pour donner des exemples. Dans beaucoup de cas, les premiers, on va dire, lanceurs d'alerte ont lieu sur les biais des algorithmes. C'est des gens qui, en fait, n'avaient pas le profil type de développeurs qui avaient développé ces algorithmes. Je m'explique, par exemple, si on parle de logiciels de reconnaissance faciale, donc on peut voir que ceux qui permettent de déverrouiller son téléphone. Il y a des travaux d'une étudiante du MIT qui s'appelle Joy Bolawini qui a démontré qu'en fait, ces logiciels marchaient beaucoup moins bien sur des femmes noires. Et comment elle s'en est rendue compte? Elle, c'est une jeune femme noire et ces algorithmes marchaient vachement moins bien sur elle que sur les personnes qui étaient à côté d'elle, qui étaient des jeunes hommes blancs. Et on peut assez facilement s'imaginer que si on a dans l'équipe qui a développé ce type d'algorithme, beaucoup d'hommes ou de femmes blanches, ils l'ont testé sur eux, voilà, ça marche très bien, pas de souci. Mais tout d'un coup, elle qui arrive et qui fait ce test, ça marche moins bien. Et en fait, du coup, l'important, c'est de faire remonter. Ça a été le même cas pour un homme. Ça, c'est une histoire. Donc, c'était un homme qui vit en Australie et qui essaie de faire des papiers d'identité.
et il faut mettre sa photo, je pense que tout le monde a été confronté à ce genre de problème, mettre sa photo en ligne. Et il faut que la photo respecte un certain nombre de choses. Il ne faut pas sourire, il faut avoir les yeux ouverts, il ne faut pas avoir de lunettes, etc. Et le problème, c'est qu'il n'arrivait pas à rentrer sa photo parce que cet homme est asiatique et du coup avait les yeux très plissés. Et l'algorithme répondait systématiquement que cette personne avait les yeux fermés. Et on voit très bien les limites que ça peut avoir, mais dans ce cas-là, il faut absolument essayer de faire remonter ces informations pour pouvoir ensuite, comme disait Anne, apporter des éléments correctifs. Donc, il y a vraiment pour moi un côté très important, c'est une vigilance, on va dire, citoyenne de la part de toutes et tous, de faire remonter ces choses-là. Faire remonter ces choses-là à la société qui utilise ces algorithmes, qui peut-être ensuite ira demander des comptes à la personne qui a créé ces algorithmes. Parce que la personne qui les utilise n'est pas forcément la personne qui les a créés. Donc, il faut que, pour moi, idéalement, il y ait des types de contrôles qui soient faits par les créateurs, les utilisateurs, disons les sociétés, et on va dire les clients ou les personnes qui, au final, se retrouvent à faire ça. Et dans tout ça, je pense qu'en ce moment, il y a des normes qui sont en train d'être mises en place, il y a des chartes de bonne conduite. Il faut juste se dire que tout ça, c'est quand même assez récent, donc ça prend le temps de se mettre en place et au final beaucoup plus vite que dans plein d'autres secteurs. Donc moi, j'ai bon espoir que petit à petit, on arrive à un peu à une espèce de bonne pratique où les gens puissent suivre un certain nombre d'étapes pour vérifier que bon, c'est bon, quand je teste sur ce type de population, ça marche, sur ce type-là aussi, etc., etc. Mais dans la très, très grande majorité des cas, il n'y a aucune intention. Quand il y a intention sexiste, alors là, pour le coup, je ne suis pas une pro de la législation sur l'égalité, mais je suis absolument sûre qu'il y a des retours juridiques quand il y a intention sexiste. Mais il n'y a en général pas d'intention. C'est ça qui est terrible, cette histoire de reconnaissance faciale. Elle permet de vraiment bien comprendre comment fonctionne un algorithme. Un algorithme, c'est un programme qui s'est entraîné pendant un certain temps sur des données. Or, si c'est des hommes jeunes blancs qui ont travaillé sur les données, ils ont travaillé avec des données qu'ils connaissent. Les êtres humains, en général, reproduisent inconsciemment un certain nombre comment dire, s'intéressent plus facilement à ce qui leur ressemble qu'à ce qui ne leur ressemble pas. Et donc, ils ont entraîné leurs algorithmes sur des photos d'eux-mêmes, de leurs amis, etc. Et donc, du coup, l'algorithme, il a appris sur certains jeux de données. Et c'est tout l'intérêt de ce pacte, c'est vraiment que de plus en plus de personnes comprennent comment ça fonctionne sans savoir le faire. L'objectif, c'est pas de savoir le faire, c'est de comprendre d'où ça vient en fait. Ça vient pas d'une intention, ça vient d'une reproduction, dans la plupart des cas involontaire. Alors, ça ne va pas suffire en général parce que derrière, il faut faire retravailler les gens sur le code, etc. Ça prend toujours un peu de temps, mais ça fait évoluer les choses que de remonter le sujet. Si je peux juste, je suis en train d'avoir le chat, donc pour rebondir sur certaines des questions qui sont posées, de savoir s'il n'y a pas des contrôles tests avant une mise sur le marché à l'instar des médicaments. Alors moi, je suis vraiment d'accord avec ce genre de remarque. Je pense que en fait, pour tous les produits auxquels on a accès aujourd'hui, je veux dire, il y a des normes pour des chaises, il y a des normes pour des tables, il y a des normes pour la nourriture qu'on mange pour que ce soit sécuritaire, etc. Selon moi, ça devrait être la même chose pour les algorithmes. Donc, je pense que c'est des choses qui sont en train d'être mises en place. Ça commence sûrement par des chartes de bonne conduite. Et est-ce que c'est suffisant? J'en sais rien. J'aurais tendance à dire non, mais on peut toujours rêver. Et du coup, si ce n'est pas suffisant, de transformer ces chartes de bonne conduite en espèce de normes ISO qu'il faut respecter. Et avant de pouvoir mettre sur le marché un algorithme, on le fait. Le problème, en comparant un algorithme versus un médicament, c'est les coûts engagés. Donc, un algorithme, c'est tellement facile à faire et on peut ensuite le mettre, on va dire, sur le marché que payer pour montrer ou travailler, prendre le temps de montrer que c'est égalitaire, en fait, ça demande de l'argent. Et pour ça, il faut de la volonté. Et comment on peut bouger ça? C'est-à-dire que les clients qui vont acheter ces algorithmes, et par client, ça peut être dans son entreprise, si on va utiliser une solution de recrutement, par exemple, de s'assurer que ce soit quelque chose qui a été testé. Et si ensuite on dit, si vous n'avez pas testé, non, c'est dans ce genre de démarche qu'on va pouvoir pousser vers des choses comme ça.
Il y a une autre question qui dit est-ce qu'on croit en une IA antiraciste, antisexiste, anti-LGBT-phobie? Alors, moi, j'espère et je suis très optimiste que la société en général va être non raciste, non sexiste, non LGBT-phobe. Malheureusement, on voit bien en ce moment, on n'est pas vraiment, on n'y est pas encore du tout et il y a un côté très déprimant. L'IA, c'est un autre produit de nos sociétés. Donc, elle reflète, c'est pas comme si elle avait créé des choses qui n'existaient pas avant. C'est peut-être un magnificateur, on le voit et ça nous paraît choquant parce que tout d'un coup, quelque chose qui est subjectif mais auquel on est habitué parce qu'on dit ah c'est des êtres humains, ah oui mais tu sais raciste, la façon dont cette personne a été éduquée, j'en sais rien. Une machine ça devient intolérable. Mais en fait ça devrait être intolérable tout court et il n'y a pas de raison que ce soit moins tolérable pour une machine que de la part d'un être humain. Donc j'espère qu'on va vers une IA antiraciste, antisexiste, anti-LGBTophobe, mais pour moi, ça dépend uniquement de la volonté des humains qui l'utilisent, la créent et s'en font. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, au final, ça peut paraître comme quelque chose de très objectif parce que machine, parce que mathématique, mais c'est extrêmement subjectif et ça dépend uniquement des personnes qui sont derrière et qui l'utilisent. Donc, si on va vers une société moins raciste, moins sexiste, bah oui, l'IA à ce moment-là suivra. Alors, il y avait, puisqu'on reparlait de bases de données, il y avait une question sur l'existence de bases de données égalitaires et d'en citer une ou deux de ces bases de données déjà égalitaires déjà existantes. Aude, Oui, alors là-dessus, IBM avait sorti, si je ne m'abuse, l'année dernière, une base de données d'images de 30 000 images pour entraîner des algorithmes qui avaient pour objectif, justement, je crois que c'était pour les algorithmes de reconnaissance faciale, d'être représentatifs d'une certaine diversité. Je pense qu'il y a des travaux d'autres compagnies qui, eux aussi, essayaient de le mettre en place. La question, c'est lesquelles sont ouvertes, ce qui est encore une autre question. Et ensuite, il y a aussi tout un travail, quelque chose qu'on n'a pas encore mentionné, autour de ce qu'on pourrait appeler le gender data gap, donc l'écart de données de genre. Donc, en fait, savoir que créer ces bases de données-là, c'est important. Et il y a des associations, des institutions qui s'efforcent d'aller créer ces types de bases de données ou au moins de mettre en avant des données qui concernent beaucoup de femmes. Donc, par exemple, l'institution qui est liée à l'ONU de Data2X, ça s'appelle, s'intéresse particulièrement à ces questions et met en œuvre des bases de données, on va dire, qui prennent en compte les questions du genre. Récemment, il y a un livre qui est sorti, il y a un courant qui se développe, bon, c'est en anglais, je n'ai pas trop vu encore en français, qui s'appelle Data Feminism, qui a pour objectif en fait de justement travailler sur la question de ces données et que du coup ces données-là soient… parce que des bases de données genrées égalitaires, il faudra en développer dans tous les domaines. Il n'y a pas une base de données qui sert à tout. Donc, c'est assez compliqué de donner des exemples. Il faudrait des exemples précis dans chacun des domaines. Et en fait, on peut plus se dire que ce serait mieux de corriger certaines bases de données existantes, par exemple, de renseigner la variable du genre et du sexe, et ensuite de prendre en compte cette variable du sexe et du genre pour les jeux d'entraînement et les jeux de données test, plutôt que de recréer des bases fictives. Ça va dépendre de l'utilisation, quoi. Mais cette question des données, elle est vraiment essentielle. Et si on veut arriver justement à ça, c'est encore une fois pas simplement une base de données par-ci, une base de données par-là. C'est dans chaque base de données qui est créée, qui est créée ou qui est utilisée ou quoi que ce soit, à minima prendre en compte cette donnée de la variable du sexe et du genre. Et pour ça, il faut déjà la récolter, ce qui n'est pas gagné d'avance et ce qui est un travail en cours. Oui, parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas intuitif en France où on a considéré que ne pas avoir un certain nombre de données, c'était le garant de plus d'égalité. C'est qu'en fait, pour avoir plus d'égalité, eh bien, il faut renseigner dans la plupart des cas la donnée de sexe parce que ça permet de s'assurer qu'on n'est pas en train de créer un biais. Et donc, ce n'est pas intuitif. En France notamment, où
on a considéré qu'il fallait enlever des données pour être plus égalitaire. Une façon de faire. Mm. Alors, une question sur le profil que l'on doit avoir. A-t-on besoin d'avoir un profil scientifique pour déjà expliquer à l'école, aux collégiennes, aux lycéennes, ce que sont les métiers du numérique? Est-ce qu'il faut avoir déjà de base un profil scientifique pour pouvoir justement participer à ce changement de mentalité et de comportement? Hélène? Moi, je peux répondre peut-être, puisque moi, Oui, je oui. n'ai pas fait d'études scientifiques. Je pense qu'il faut déjà avoir beaucoup de bon sens et de sens de la justice pour s'apercevoir que des résultats sont normaux ou pas normaux. Voilà. Après, pour travailler en tant que data scientist ou data ingénieur, etc., travailler sur les data de manière générale, il faut avoir des compétences mathématiques. Oui, on ne peut pas vraiment travailler les données sans avoir des compétences scientifiques. Simplement, là pour le coup, je trouve infiniment dommage que dans les collèges et lycées, beaucoup de jeunes filles se déclarent incompétentes en maths, alors que la réalité, c'est qu'elles ne sont pas du tout incompétentes, c'est qu'elles pensent être incompétentes et qu'elles s'ancrent dans ce sentiment d'incompétence en maths. Et du coup, elles s'écartent des professions qui nécessitent ces compétences. Moi, je pense que pour les… Juste, je suis d'accord que pour le traitement brut des données, oui, il faut une formation scientifique. Mais après, aujourd'hui, de plus en plus, même les gens qui travaillent dans des boîtes pour faire de l'analyse ou quoi que ce soit, il y a toute une interprétation de ces données qui peut, on va dire, ou comme je parlais de ces métiers de data design ou quoi que ce soit, qui, eux, ne demandent pas forcément ça. On va leur donner des chiffres, après, c'est comment on les comprend et qui, eux, demandent un autre type de compréhension. Le fait de générer des statistiques ou de générer des données brutes, oui, ou de générer du code, oui, ça demande, on va dire, dans l'idée, formation scientifique. Et encore, le code, pour moi, ça ressemble autant à une nouvelle langue qu'à des compétences mathématiques. Enfin, c'est vraiment, on apprend à comment on veut que l'ordinateur fasse quelque chose. Et c'est juste qu'on ne peut pas lui dire, j'aimerais que tu fasses ça. Il faut lui parler différemment. Et pour moi, il y a une différence entre la capacité à coder, la capacité à faire des stats sur des données existantes et la compréhension de toutes ces données-là. Et autant pour le numéro 2, les stats, il faut une formation scientifique, autant moi j'ai entendu quand même pas mal de gens qui se sont mis au code sur le tard et qui en une formation de quelques mois auront très bien réussi à apprendre à coder sans avant avoir fait des études, d'avoir un master en sciences. Qui s'en sont très bien sortis et qui ont ensuite pu avancer là-dedans. Et de la même manière, je pense qu'il y a énormément plein de gens qui sont liés au numérique et qui sont capables d'apporter quelque chose et une compréhension. Et donc moi, par exemple, je vois de plus en plus de gens s'intéresser aux questions du code d'un point de vue de sciences sociales et qui est une formation différente. Et c'est passionnant. Et il y a beaucoup de choses à faire. Ça demande on va dire, du travail et de la collaboration entre des gens qui ont ces compétences scientifiques et d'autres, mais ça amène aussi quelque chose qu'en tant que scientifique, on n'a pas forcément. Donc, pour avoir fait un coding bootcamp l'été dernier avec plein de gens de formation, de compétences différentes, je confirme qu'il faut, apprendre à coder, ça nécessite un peu d'effort intellectuel, parce qu'il faut mémoriser un nouveau langage. Parce que c'est du langage, c'est une façon d'écrire quelque chose. D'écrire, c'est très créatif et c'est extrêmement intéressant. Ça demande du bon sens, beaucoup plus que des connaissances mathématiques, et puis de la mémorisation d'un langage, d'une grammaire, d'une syntaxe, et c'est passionnant. Alors, une autre question, et il est 55 et notre débat doit se terminer dans 5 minutes.
mais on va répondre. Est-il possible d'intégrer un algorithme à l'intérieur d'un algorithme afin d'éviter les biais sexistes? Aude, on peut… Oui, on peut. Alors, c'est un grand truc, les algorithmes dans les algorithmes. Donc, il faut s'imaginer, par exemple, qu'on a envie d'utiliser des images qui ont une légende. Donc, une légende, ça peut être, on voit deux personnes discuter, et la légende peut être deux personnes discutent, ou un homme et une femme discutent, ou un boss crie sur son employé. Donc, tout ça, c'est des légendes possibles vis-à-vis d'une image. Donc, l'idée de labelliser ces images, on peut le faire par une personne, un humain qui va regarder les images et créer des labels. On peut aussi demander à un algorithme de le faire. Parce qu'une fois qu'il a appris à associer des mots à des images, il va être capable de faire ses labels. Donc, on peut s'imaginer. Donc, ce qui a été montré, c'est que donc, ce type de choses-là existe. Et pour le moment, ce type d'algorithme-là amenait plus de biais sexistes qu'il n'en enlevait, ce qui est encore un peu déprimant. Mais là encore, on peut un peu inverser le processus et essayer de se dire qu'on va s'assurer que ce premier algorithme qui soit dans un autre algorithme soit lui-même égalitaire. Donc ça, c'est possible. Donc c'est des questions, par exemple, de labellisation, mais il y a énormément d'autres exemples. Donc faut s'imaginer, hein, un algorithme, c'est une recette de cuisine. Hein. Ça veut dire que c'est un certain nombre de règles qui vont être suivies. Et donc, on peut toujours avoir l'effet poupée russe. Donc, on peut avoir un algorithme qui va être lui-même plus égalitaire. Et ces bouts de code qu'on peut comprendre comme des algorithmes sont souvent réutilisés dans on va dire, d'autres… quand on fait une béchamel, c'est une recette en soi, mais quand on fait des lasagnes, on utilise une béchamel. D'accord? Donc, dans ces cas-là, on peut bien comprendre que dans d'autres algorithmes, on va utiliser d'autres bouts de ce code. Et si on s'assure que ce bout de ce code, que cette béchamel, elle est égalitaire, dans ce cas-là, on peut même penser et espérer influencer les lasagnes ou l'algorithme supplémentaire, que lui aussi, cet algorithme-là, sans même le savoir, sera plus égalitaire qu'il ne le pense parce qu'il a réutilisé un bout de code qui faisait les choses de la manière dont on voulait. Alors, je ne voudrais pas rajouter du débat dans le débat, mais apparemment, et en avoir discuté avec certains experts, il est difficile de pouvoir contrôler des IA avec les machine learning, avec l'apprentissage, et surtout dans des systèmes très complexes à base de réseaux de neurones qui supercouchent, etc. Et donc, effectivement, ça peut être fait dans des algorithmes de type simple, entre guillemets, hein, ce qu'on appelle les algorithmes linéaires, et dans d'autres qui sont beaucoup plus complexes, et surtout dans les phases d'apprentissage, très, très compliquées à détecter, et donc, de fait, bien évidemment, à corriger. En fait, le problème, c'est que dans les algorithmes de machine learning et notamment des réseaux de neurones, on comprend très mal ce qui se passe. Dans beaucoup d'entre eux encore, il y a ce concept de boîte noire, c'est-à-dire qu'on a un résultat à la fin, mais alors on ne sait pas du tout comment on l'a obtenu. Pour une scientifique, c'est très dérangeant hein, parce qu'on n'aime pas du tout ce genre de choses. Mais dans ces cas-là, dans ce type d'algorithme-là, qui peut être spécifique, comme on ne comprend pas ce qui se passe, en effet, il n'y a aucune chance qu'on comprenne d'où vient, par exemple, si à la fin le genre réapparaît, on a très peu de chances de comprendre pourquoi. Et c'est pour ça que pour ce type d'algorithme-là, là encore, la solution technique doit être adaptée. Il faut qu'on check a posteriori. Parce qu'il n'y a aucun moyen de checker pendant ou de checker avant, parce qu'au final, il n'y a aucun contrôle et aucune compréhension de comment cette variable-là peut être intégrée. Je suis complètement d'accord. Donc, nous n'avons plus qu'une minute. Il y a encore un certain nombre de questions. On va arrêter, comme on avait prévu la fin à 11 heures. On va bien évidemment répondre à toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu. Je voudrais remercier vivement Aude Bernheim et Hélène Boulay-Suppot qui ont animé ce débat et ont répondu à un certain nombre de questions. Et en conclusion, je dirais ce pacte a une ambition, comme vous l'avez compris, de prise de conscience généralisée. On n'a pas toutes les solutions, on en a un certain nombre, on a des propositions, mais c'est effectivement en se mobilisant tous, et on l'a dit durant ce débat, en mobilisant toutes les parties prenantes,
que nous arriverons à faire de l'IA une IA égalitaire et responsable et éthique. Donc, j'encourage tout le monde à lire ce pacte. On a mis le lien dans les conversations et de vous approprier ce pacte pour, à votre périmètre d'action et de responsabilité, déployer les actions que nous proposons. Mais le travail ne fait que commencer. Nous avons bien évidemment l'intention de continuer à enrichir ce pacte et comme disait Aude Bernheim, suite à cette crise sanitaire, il y a déjà une forte évolution dans le monde de l'IA et du numérique. Donc merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce débat et on répondra bien évidemment aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Merci encore. Merci Muriel d'avoir porté ce pacte. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.